Alors allons-y. Comment vous faites alors? Je travaille avec des RDR. Ah d'accord, ok. Ce que je voulais dire, c'est que si on prend la RDR comme un accès aux soins et un soin, est-ce qu'on a le droit de refuser le soin à un mineur? Voilà. Parce que la RDR, moi je suis infirmière aussi, et donc pour moi la RDR c'est aussi un soin, c'est un accès aux soins. Et dans le cadre du soin, on ne peut pas refuser le soin. Pourquoi on ne soignerait pas les mineurs Donc c'est peut-être un autre axe. Voilà. C'était pour alimenter, c'est pas pour alimenter. Oui, oui. Ce qui pose toujours le problème de la contradiction des textes, hein, parce que effectivement. Où est-ce qu'on n'a pas le droit de soigner des mineurs? Nulle part. Non, mais en même temps, il y a une interdiction de faciliter l'usage pour les mineurs. C'est pas le kit. Enfin, la seringue. Il y a un problème réglementaire avec la seringue. Il y a un problème réglementaire sur le décret de 89 sur la seringue. Non, mais non, il y a aussi un interdit de délivrance de la seringue dans le décret. Non, mais sinon, il n'y aurait pas de problème. Bon, voilà. Mais après, encore une fois, on est là pour en discuter et pour voir effectivement comment on fait coïncider sa propre éthique. C'est une piste pour soulager l'institution, pour reprendre l'expression, c'est de voir la RDR comme un soin et donc voilà, c'est un axe de défense, on va dire, parce qu'en fait, on est plutôt, je pense là, c'est ce que tu disais sur l'institution. Quels peuvent être nos axes de défense par rapport à tous ces... Les axes de défense, ils sont tout simples. Hein. Il suffit de prendre anonyme gratuit. C'est anonyme. Voilà. Moi, je ne savais pas. Il m'a dit que. Sauf que c'est faux que. C'est complètement faux que. Il m'a dit que. Ok. T'as dit que. Je pense que ça serait défendable hein, devant un tribunal. Je pense qu'on. Ouais. Enfin bon. Oui, on va laisser la salle. Mais voilà. Je suis militaire éducateur. C'est vrai qu'au sein de Technoplus, il y a pas mal de ME et qui faisait vraiment la chose de là dans une institution, le jeune il s'est confié à moi, je vais en parler à ma direction et là on va me dire on va appeler les keufs, moi je me retire complètement parce que ça casse le lien que j'ai créé avec le jeune qui s'est confié à moi. Je suis plutôt dans une dynamique de RDR et c'est là qu'on a des volontaires qui le disent. Dans mon équipe, la RDR, c'est vu comme de l'incitation, il y a vraiment un gros travail, ne serait-ce que chez les travailleurs sociaux à faire, mais dès la formation. Et c'est comment on se retrouve dans une équipe, alors que ce soit même avec des mineurs ou des majeurs, de nous, qu'est-ce qu'on va amener parce qu'on a notre point de vue d'intervenant de RDR, on n'a pas la même formation qu'eux, on n'a pas la même visibilité du non-jugement. On a créé la relation de confiance avec le jeune et si on la coupe directement comme ça, on ne l'aura plus jamais. Et c'est vrai que des fois, on se retrouve à partager qu'est-ce que je peux dire à mes collègues ou qu'est-ce que je ne peux pas dire, jusqu'à où je peux aller dans mon discours de RDR avec la personne que j'accompagne. C'est vrai qu'on est toujours pris entre ces deux choses-là et qui reviennent quand même assez régulièrement. Je trouve chez les éduques en protection de l'enfance, où c'est très compliqué quand c'est les parents qui ont encore l'autorité parentale, ce qui est plus souvent le cas, et la direction, elle essaie de temporiser, elle ne veut pas prendre de responsabilité, mais nous, il y a notre éthique, nos valeurs, et puis il y a une confiance qu'on a créée vraiment avec la personne. Oui, puis on sait très bien que c'est à partir des premières expérimentations où il y a plus de risques, je veux dire, c'est les premières expérimentations qui sont importantes. On le sait bien avec les RDR a montré que ça fonctionnait. C'est à partir des premières pratiques, et plus la pratique est jeune, plus on a tendance à faire de conneries, en fait. Oui, il y a aussi des risques objectifs, par exemple avec l'hépatite C, on sait que c'est la toute première injection. Il y a plusieurs personnes. Il y a plein. Quelqu'un là et quelqu'un là.
anciennes, que sont les équipes de prévention sur le terrain, qui, elles, ont l'expérience auprès des jeunes. Voilà, c'est une suggestion de travail spécifique. Oui, qui s'adresse aux CARUT, quoi. Ça serait vachement intéressant, mais c'est vrai que j'ai donné l'exemple tout à l'heure avec la PJJ, mais j'aurais pu prendre d'autres exemples. Peut-être le travailler en amont même des situations. Oui, je pense qu'il faudrait. Quand on a fait quand on a un jeune devant soi, quand on ne sait pas à qui on a affaire, ça peut tourner, comme vous avez raconté votre histoire. D'accord. Ok. Mais s'il y a un travail de partenariat en amont des situations, de savoir un peu qui dans notre environnement de travail existe, quelle équipe existe, comment ils travaillent, est-ce que cette question de consommation de produits psychotropes est abordée au sein de leur propre équipe, est-ce que vous pourriez éventuellement avoir des actions communes auprès du... Parce que c'est les mêmes jeunes. La plupart du temps, ce sont les mêmes jeunes. Voilà, je pense qu'il y a sûrement des choses peut-être à construire. Oui, comme on l'a construit avec les foyers d'urgence qui commencent à eux-mêmes mettre en place de la RDR. Il y a même certains systèmes d'appartements qui... Mais voilà, ça demande un certain temps parce que là, on tape quand même un truc particulier qui est les moins de 18 ans. Et il y a des trucs très, très légaux, quoi. Parce que même si on travaillait la RDR avec des gens de l'aide sociale à l'enfance, ils savent qu'il est toxicomane, ils sont obligés d'en avertir le juge. Ils ne peuvent pas le cacher. Ou alors ils le jouent comme nous, quoi. Mais voilà. Il y a une intervention là-haut. Oui, moi je travaille dans un service, j'ai eu une situation d'une jeune comme ça qui avait 17 ans, mais qui était à la rue. C'était vraiment très problématique parce que du coup on s'est rendu compte qu'elle consommait. On ne s'est pas posé de questions sur le matériel, mais on s'est posé la question du signalement de la mise en danger d'un moins de 18 ans. Savoir qui fait le signalement. Donc on l'a orienté sur une équipe de prévention qui a fait directement le signalement la journée même. Chance pour nous qu'ils étaient là. Mais on s'est vraiment posé la question par la suite de dire est-ce qu'un CARUD réellement peut faire un signalement et mettre en péril du coup tout le travail qu'on pourrait faire avec elle. Et si un CARUD c'est quand même une image qui s'occupe de consommateurs, donc quelle image ensuite elle peut être envoyée au juge? On n'a pas de réponse, toujours pas. Si CARUD pourrait faire un signalement comme ça, pour change pour nous, c'est une équipe de prévention de la rue qui a fait le signalement. Mais c'est vraiment cette question que nous on s'est posée. Est-ce qu'un CARUD, à la limite, quand on arrive dans des situations comme ça, où les jeunes sont sans hébergement, et donc il y a une mise en danger, parce qu'en plus elle dormait dans un parking, comment le CARUD peut réagir, puisque c'est anonyme, certes, mais il y a quand même cette mise en danger d'un mineur. Non, mais c'est une réponse complexe. Hein. Et c'est là que ça rejoint le problème d'éthique, parce que je fais quoi? Je mets quoi en avant? Est-ce que je priorise les consommations et je travaille autour des consommations avec la personne, ou est-ce que je priorise le fait qu'elle soit dans la rue? Mais si on prend la loi, on n'aurait normalement pas le choix. Il faut qu'on fasse ce signalement. Après, il y a d'autres combines. Hein. C'est vrai qu'il faut travailler aussi avec des partenaires. Puis des fois, quand il y a quelques mois à tenir, autant les tenir. Enfin, moi, c'est le parti que je prends. Hein. Tu as 17 ans et demi, on va attendre. On va continuer de travailler avec toi comme si tu en avais 18. Là où ça pourrait être plus compliqué, c'est quand on va taper sur les plus jeunes, 15 ans. Et on commence à en voir. Alors, ils ne sont pas forcément à la rue. Hein, mais ils viennent au moins nous avertir que s'ils ont envie, ils consomment et qu'ils ont envie d'avoir du matériel de qualité, on va dire, du bon matériel. Et pas forcément qu'un distribox ou une pharmacien les envoie chier, ou ils sont obligés d'envoyer le copain chercher un jeton. Parce qu'en fin de compte, le matériel, soit ils l'ont pas et ils se servent toujours du même matériel, ou ils envoient les autres le chercher. De toute façon, c'est pas vraiment un problème de matériel, c'est plus un problème de relation avec les gens. Sur les machines, on les a rencontrés, les plus jeunes, et des fois, ils vous disent des choses. Tu te dis, la RDR, mais ça fait 15 ans que j'en fais, j'ai l'impression que le message n'est pas passé. Ouais. T'es né dans le... T'as 15 ans, t'as le même âge que le temps que je fais, et j'ai l'impression que t'as rien compris. La RDR. Là, il y avait une intervention là-haut.
Et ici, voilà. Ces questions d'éthique, c'est un truc qui est vachement abordé en formation moi je suis en psychologie, donc c'est un truc qu'on a vachement abordé, et je sais que c'est un peu pareil, on est soumis au secret professionnel, on doit être là pour la personne qui fait appel à nous, mais on est aussi soumis aux lois, où genre si la personne est susceptible de se mettre en danger ou de mettre en danger quelqu'un, il faut aussi qu'on le signale, mais dans l'ensemble c'est quand même relativement bien accepté s'il n'y a pas de signalement qui est fait, par exemple. Ne serait-ce que dire qu'il y a le secret professionnel et l'anonymat qui est censé être respecté. Donc, je ne sais pas comment ça se passe pour les caroutes, mais dans l'ensemble, pour les psychologues, ça les éloigne un peu du risque, on va dire. Par contre, là où je me pose la question, c'est que je suis pas mal sur Psychonautes. Sur Psychonautes, c'est une communauté qui est sur Internet, qui n'a aucune légitimité, parce qu'il n'y a pas de formation, il n'y a rien pour protéger les personnes qui gèrent le site. Donc, l'inscription est interdite aux mineurs, alors même qu'on sait que... des fois il y a des mineurs qui s'inscrivent et dire j'ai 16 ans, je vais me renseigner. Bah non, je suis désolée, tu as le droit de lire les trucs, mais tu n'as pas le droit de poser de questions. Mais par contre, ce qui a été fait, c'est tout un sujet déjà pour expliquer pourquoi c'est délicat de parler du fait de se droguer chez les mineurs. Quels risques sont spécifiques aux mineurs, ne serait-ce que par le fait que le cerveau il finit de se développer entre 20 et 25 ans. Donc, ouais, ça c'est pas spécifique aux mineurs, ça. Il commence pas à se développer. Pas seulement au niveau de la loi, t'es mineur, t'as pas le droit, c'est aussi pourquoi ça peut être intéressant d'attendre un petit peu pour consommer un peu plus. Et c'est vrai que à défaut d'avoir une vraie possibilité de dialoguer avec les mineurs, c'est déjà pas mal qu'ils aient ces sujets-là. S'il y a un mineur qui s'inscrit, on lui dit écoute, pour l'instant t'as pas le droit de participer, mais tu peux aller voir ça et tu peux. Enfin, il a le droit de ne pas mettre son âge non plus. Enfin, le nombre d'ailleurs de sites interdits aux moins de 18 ans qui sont fréquentés par des mineurs, bon, je n'ose pas imaginer. Là-haut, oui. Non, en fait, si d'un côté on peut accueillir des jeunes de façon anonyme et que de l'autre, je ne sais pas comment vous fonctionnez dans votre cas, mais nous, le matériel est à disposition, il n'y a pas de contrôle sur ce que les usagers prennent pour préparer. Donc c'est certes. Donc je pense que là, il n'y a pas de souci majeur. La personne, elle va avoir le système de RDR d'un côté et elle va avoir le matériel à disposition de l'autre. Il n'y a pas de souci. C'est réellement l'institution qui donne le matériel. Je crois qu'il n'y a pas de souci majeur à accueillir les jeunes chez nous tant que tout se passe bien. C'est le jour où il y aura une couille, qu'il y aura un souci majeur. Parce que là, les parents, ils vont dire, mais qui c'est qui t'a donné la seringue là? Ah, c'est l'équipe Intel. Et c'est qui de l'équipe Intel? Et vous voulez faire quoi? Rien. Rien. D'abord, vous serez... Pardon? Oui, mais le CARUD, moi, ça va être l'institution. C'est quand même le rôle de l'institution de distribuer du matériel gratuit. Oui, mais pas aux mineurs. Pas aux mineurs. Non, mais là où il a complètement raison, et je crois que ce qui effectivement change la nature du débat, c'est effectivement s'il y a un problème, un accident de type mortel, et c'est effectivement, c'est des choses qui arrivent, là tu peux être sûr qu'il va y avoir même sans être mortel, une question de justice. Bon. Et les parents portent plainte. Mais s'il y a en l'occurrence, une overdose ou une contamination, là, effectivement, il y a procès, et qui dit procès dit que tout ce dont on vient de parler, ça va être brandi par les parties et les autres. Et jusqu'à présent, j'ai pas de... Non, on n'en a pas. J'ai pas d'informations mais encore, finalement, on ne sait pas, quoi. Peut-être que ça s'est passé... Il n'y a pas d'informations, sauf qu'il y a beaucoup de CARUD qui... Vous prenez les livrets d'accueil, c'est marqué. Interdit moins de 18 ans. Oui, c'est ça. Qu'ils font pas, quoi. Vous prenez leur site, vous regardez CARUD, interdit moins de 18 ans. Ils sont repérés comme étant toxicomanes, même si nous, on ne fait pas complètement prévenir, mais derrière produit. Et du coup, je pense qu'il y a difficilement de taxer des incités, puisqu'ils sont devant nous pour ça, ou dans le cas d'un contrôle judiciaire, ça veut dire qu'ils vont aussi être jugés pour ça. Ils ont des consommations qui sont connues, et après, je pense que là où je rejoins qui parlait là, c'est qu'au niveau de la formation, il y a vraiment un gros travail à faire au niveau des travailleurs sociaux parce que ça fait peur, parce qu'ils se contentent souvent de dire que c'est interdit, et ces mineurs-là, quand je parle, ils sont aussi parfois soumis à des obligations de soins. Et quand ils sont soumis à des obligations de soins, je
sais pas comment, c'est hyper compliqué de les mettre en place ou de ne pas les mettre en place. Après, il y a toute la question de savoir si l'obligation de soins, c'est une bonne chose, pas une bonne chose, je ne sais pas, mais pour des mineurs, la question se pose encore différemment pour les majeurs, parce qu'en général, grosso modo, avec les enfants, il y a quand même plein de choses qu'on décide pour eux. Donc l'obligation de soins, pourquoi ça en ferait pas partie, j'en sais rien, c'est des questions que je pose comme ça. Et quand les mineurs sont repérés et qu'ils sont soumis à une obligation de soins, il y a, à mon avis, des choses à faire. Il y a des choses à faire dans le cadre de la formation. Enfin, je vais juste vous raconter une anecdote. Moi, je travaille à Marseille et quand les mineurs sont interpellés avec du cannabis sur eux, ils sont mis en garde à vue et puis ils sont ou pas déférés, comme un juge pour enfants qui va les mettre en examen. Dernièrement, au tribunal, ils rencontrent un éducateur, PJJ. Et un gamin est interpellé avec de l'héroïne sur lui. Il raconte qu'il est allé dans une cité quelconque pour acheter de la cocaïne, qu'il n'en avait pas, on lui a proposé de l'héroïne et qu'il en a pris. Comme ça, parce qu'il lui a dit, bah non, je n'en ai pas, mais j'ai ça, si tu veux, essaye ça. Il s'est attrapé et nous, on se retrouve devant le gamin en possession d'héroïne. Et je pense qu'il y a, enfin, c'est quand même pas la même drogue, c'est quand même pas la même chose, c'est quand même pas les mêmes effets. Il n'en sait rien, il n'en connaît rien. Mais c'est aussi une voie d'entrée dans un mode de consommation quelconque. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que nous, on peut en dire? Et là, c'est, je pense, que le sort de l'information. Enfin, les éducateurs, ceux que moi je côtoie dans le cadre et de la protection de l'enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse, en plus, nous, on est quand même une administration du ministère de la Justice, donc on n'est quand même pas censé faire des choses qui seraient illégales. Et pourtant, dans le cadre de mon travail, je prends des risques. Voilà, je prends des risques, mais parce qu'ils sont repérés aussi. Et souvent, c'est les mêmes. Les mineurs qui sont délinquants à 15 ans, c'est les mineurs qui ont été repérés probablement par la protection de l'enfance quand ils en avaient 13 ou 12. Enfin, je pense qu'il y a vraiment un gros travail à faire. Mais quand tu dis tu prends des risques, c'est-à-dire c'est-à-dire que normalement, l'idée, c'est on en parle avec mes collègues, à titre indicatif par exemple, on fait passer SOS, alors ça s'appelle plus comme ça maintenant, mais SOS de Royaume, ça fait passer un questionnaire aux éducateurs PJJ de Marseille pour voir s'il faut monter un XAPA dans les quartiers nord. Et ils le font en fonction de notre évaluation de la situation à un moment donné. On a, nous, en tant qu'éducateurs PJJ en milieu ouvert, 25 jeunes. On prend 25 jeunes. Quand on remplit les questionnaires, on est 12 éducateurs dans l'équipe, on se rend compte qu'il y a 12 fois 25 mineurs toxicomanes. Parce que tout le monde a coché la case, oui, il consomme du cannabis, donc il est toxicomane. D'accord. Souvent, de leur dire c'est interdit, mais ils le savent, ils viennent mis en garde à vue, des PD, par un magistrat, enfin bon. Et là, donc ça, on ne peut pas dire que ça, parce que sinon ça paraît. Sauf qu'on est aussi éducateur de la justice, on peut dire oui, c'est interdit, mais c'est bon aussi, oui, c'est bon. Donc, comment on fait avec ça et comment on fait avec un discours. Enfin, il faut sortir du discours légal si on peut quelque chose. D'accord, d'où ton anecdote sur l'héroïne et la cocaïne, effectivement. Donc, du coup, je parle de la cocaïne, je parle de l'héroïne, j'essaye de dire que c'est quand même pas. C'est pas la même chose que le cannabis. Il faut sortir du discours légal en disant c'est interdit et tu risques tant parce que ça suffit pas. Il me semble que c'est parce qu'on demande. Et puis tu fumes du cannabis et tu es toxicomane, c'est un petit peu réducteur aussi. Quoi. C'est complètement aberrant. Dire sur un service, une unité, repérer un truc comme 300 mineurs toxicomanes sont qualifiés comme ça par des éducateurs. Oui, dans le questionnaire. Ça choque personne. C'est quand même, il me semble que c'est aberrant. Et c'est indépendamment de la quantité de cannabis. Alors que dans les questionnaires, il y aurait peut-être d'autres questions à poser aussi sur combien de fois tu es arrêté par la police, combien de fois... Mais ils sont nombreux. Enfin, je veux dire, les établissements pénitentiaires pour mineurs, il y a plus de 80% de la population qui fume du cannabis. On n'en fait rien parce que c'est toujours pareil, c'est pas censé exister. Donc à partir du moment où c'est pas censé exister, c'est pas censé exister le cannabis en prison, comme c'est comme la RDR en prison, c'est pas censé exister. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut vraiment sortir du cadre légal et qu'il faut... Non mais c'est tout le problème de la RDR. Enfin là, je pense qu'il y a pas mal de choses posées qui sont fondamentaux, et notamment la question du travailleur social aussi, parce que le travailleur social, c'est un agent de l'État, et en même temps, c'est quelqu'un qui a une éthique, qui sont souvent de gauche, et donc qui souvent ont un regard critique sur l'autorité. Donc de toute façon,
voilà, enfin, je ne veux pas être trop long là-dessus, mais je pense que voilà, ça c'est des débats qui sont assez fondamentaux. Et la RDR, très souvent, est à la limite de tout ça, quoi. Ce qui provoque tout ce qu'on est en train de dire, là, c'est cette guerre à la drogue dont on parle depuis hier après-midi. Ouais. S'il n'y avait pas eu ce combat sur les produits, sur les façons de consommer, sur les gens eux-mêmes, on ne se poserait pas ces questions-là, on serait vraiment dans la réduction des risques et de la vraie réduction des risques. Ouais. Voilà, mais on est dans un truc un peu... Et on fait comme on peut, je crois, tous à notre niveau. Sauf que le tabou, c'est que quand on fait de la réduction des risques, ça veut dire, est-ce qu'il y aurait une dose? C'est-à-dire qu'on ne va pas dire aux gamins arrête, enfin ça ne suffit pas, en tout cas, je ne suis même pas sûr que ça doit être l'objectif, mais en tout cas ça voudrait dire qu'il y a quelque chose relativement acceptable. C'est ce que vous m'avez dit, y a-t-il une consommation acceptable pour un mineur? Ben oui, mais il n'y en a pas dans les textes. Non. La plupart du temps, c'est l'objectif des éducateurs et même ceux qui vont essayer d'être un peu différents et tout, ça va être l'arrêt. Mais oui. Ça va être, et quand tu vas arriver en jugement, le magistrat va lui dire alors, tu avais une obligation de soins, t'as arrêté? Non. Ah, et ça va tomber. Ça va tomber parce que t'as pas arrêté. Si t'as pas arrêté, ça veut dire que tu fournis. Si tu fournis, ça veut dire que t'es illégal. Et si t'es illégal, c'est que t'as rien compris. Donc on repart à zéro, quoi. Et là, il faut en sortir de ça parce que c'est les mineurs eux-mêmes qui sont pénalisés par parfois toutes nos hésitations, Ouais, non, mais c'est vrai que la réduction des risques, elle est elle-même contradictoire par essence avec un certain nombre de choses qui sont écrites dans la loi, contrairement à ce que disait la présidente de la NILT hier. Ces contradictions ne sont pas du tout résolues par la dicto, mais Donc, la dictologue urgentiste, donc, je rappelle que le nerf de la guerre, c'est la désinformation. C'est ça, dedans. Juste par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, urgentiste et dictologue de prévention, mais aux urgences, on a le problème évidemment des mineurs qui viennent consulter. Et donc, on est dans la posture du funambule, globalement, derrière surtout. Tout ça, ça a été beaucoup théorisé, mais c'est juste aussi ce truc du funambule, il faut être bien informé pour ne pas faire d'impair aux urgences qu'on reçoit pas aux urgences pédiatriques, mais aux urgences adultes. On reçoit aussi des mineurs, puisque l'âge c'est 17 ans et 3 mois, la barrière entre 15 ans et 3 mois, donc la barrière entre les urgences pédiatriques et adultes. Et donc la parade dans la vraie vie par rapport à ça, c'est justement on est obligé d'appeler les parents pour faire repartir le mineur. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est d'essayer de faire en sorte de ne pas faire de soins. Donc quand vous disiez que la RDR est un soin, c'est là où je ne suis pas d'accord dans cette notion du funambule, c'est-à-dire que du coup vous engagez, si vous considérez que c'est un soin, vous devez en théorie prévenir le tuteur légal. Alors que si c'est pas vraiment un soin, mais un conseil ou voilà, là vous n'êtes pas obligé d'appeler légal. Donc faire attention à ça, parce que du coup, je comprends que ça valorise le fait dans une équipe de dire mais c'est du soin, donc il faut voilà, mais en même temps c'est pas du soin, parce que vraiment le soin c'est quelque chose où il faut le consentement éclairé et du D'ailleurs j'en profite là-dessus, parce que pour la prescription, si mes souvenirs sont bons, il faut le consentement des parents. Oui. Et ben là, c'est l'acte de soin. D'accord. Dans le cas des traitements de substitution, il n'y a pas de vote à avoir une autorisation parentale pour bénéficier d'un traitement de substitution, que ce soit métallique ou du. Ah, alors moi j'ai toujours cru l'inverse. Moi j'ai déjà travaillé. Je pense que les gens font, mais on les doit dans un truc. Oui. Déjà arrivé sur des situations de mineurs qui on ne pouvait pas. Le traitement de substitution paraissait. En plus à sa demande ouais. Solution et sans aucun... Mais alors voilà, mais ça c'est typique. Je suis à peu près sûr que dans les textes, il y a un truc sur les mineurs de plus de... D'ailleurs c'est plus de 16 ans, c'est précisé.
et que théoriquement, il doit y avoir le consentement des parents. Mais voilà, mais après, je pense que la situation que vous décrivez, elle est classique. C'est-à-dire que, voilà, on est encore dans un flou qui fait que ce n'est pas appliqué parce que c'est pas applicable dans la plupart, enfin, dans un certain nombre de cas. Il y a des dérogations pour les plus de 16 ans pour ce qui est de la contraception, je pense 100% sûr que c'est ça. Oui. Ce qui est du texte méthadone, c'est dans l'AMM. C'est dans l'AMM. Presque au-dessus de 15 ans. Voilà. Voilà, pour les opiacés. Ouais. Et après, effectivement, c'est là où c'est du funambulisme, ça c'est au cas par cas, c'est la responsabilité du médecin. C'est la responsabilité engagée, et il ne me semble pas qu'il y ait des dérogations spécifiques. Le sous-texte, en tout cas les substituts, sans consentement des parents. Là, c'est le médecin qui se mouille par rapport à ça. Et ça le regarde, et puis je ne veux pas mon sentiment propre. Mais globalement, voilà, c'est toujours du funambulisme. On est toujours dans ce truc-là et c'est là où il faut vraiment bien. Vraiment la RDR par rapport à ça, c'est vachement important. C'est bien maîtriser justement. C'est quoi, c'est la seuil au seuil de compétences. Oui. C'est au seuil d'exigence pour les professionnels. Mais du coup, il faut vraiment faire vachement gaffe parce que voilà. Parce que s'il y a un accident, on en revient toujours à ça. Là, le cas de figure classique sera qu'effectivement, ce sera jurisprudence contre compétence. Mais il y a un vrai risque d'attaque, quoi, de la part des parents, de la famille. Moi, c'était justement ce point-là que je voulais soulever, c'était savoir s'il y avait effectivement eu des précédents, parce qu'on parle beaucoup des risques rencontrés par les professionnels, on parle beaucoup de risques théoriques, en fait, d'enjeux un petit peu éthiques, de positionnement, d'équilibrisme, de funambule. Mais est-ce qu'effectivement, il y a eu déjà des accidents ou des procès, parce que on voit bien que quand même, c'est assez facilement défendable comme position, parce qu'il y a quand même la RDR qui est inscrite dans la loi, parce que le professionnel, est-ce qu'il y a des obligations qui parfois sont un petit peu contradictoires? Est-ce que justement, il y a eu une fois un professionnel qui s'est retrouvé condamné parce qu'il avait engagé sa responsabilité sur quelque chose qui était un petit peu discutable? Pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance, mais je ne suis pas du tout sûr que, contrairement à la loi de 70, en fait, qui a démarré sur une histoire de mineur qui a fait une overdose, il faut toujours se rappeler quand même ça. La loi de 70 a été votée après un gigantesque scandale national d'une fille de Nice, je crois, une fille d'un notable qui avait fait une overdose et ça avait fait la couverture de tous les journaux, mais il devait y avoir 2000 toxicos en France à l'époque. Et donc, voilà. Mais aujourd'hui, où ils sont sans doute 100 fois plus ou 1000 fois plus, je ne suis pas sûr que ce genre de choses, ça fasse la une des journaux au niveau national. En tout cas, si c'est arrivé, il est possible que ça échappe complètement à la connaissance du public. Parce que là, j'allais dire, c'est le responsable qui parle. En tant que responsable, on peut facilement se défausser en disant tu as fait une faute. Tu as fait une faute. Je veux dire, les institutions peuvent facilement se défausser en disant à la personne qui aurait accueilli ce mineur, tu as fait une faute. Tu n'as pas accueilli les mineurs. Oui, c'est pour ça qu'on est dans un truc un peu. Oui, mais il n'est pas du tout dit qu'il n'y ait pas eu de condamnation. Mais ça, je suis pas au courant, mais ce serait difficile d'affirmer qu'il n'y ait pas eu de condamnation. Voilà. Nationale en tant que psycho, en tant que prof, j'étais un cas de boulot, j'ai travaillé aussi avec les collègues de la Belgique. Et en fait, je pense que ça prouve bien que tout ce qui est lié à l'interdit et les touches aux mineurs fait travailler tout le monde, premièrement dans l'hypocrisie, deuxièmement dans le non-dit, troisièmement dans le fait que on a tous plus ou moins peur, et quand tu parles d'équilibrisme, je pense qu'il y a des juges aussi qui sont de ce niveau-là, qui travaillent comme ça aussi, des flics qui travaillent comme ça aussi. Moi, je me rappelle d'un jeune qui était héroïnomane, cocaïnomane, qui avait été attrapé dans un casse avec un
un 9 mm qui m'a dit, il y a un des flics qui m'a dit, putain, si on te trouve avec ça, ok, on supprime ça. Donc je pense qu'après, le problème, c'est que l'éducation nationale, c'est pareil. Je veux dire que moi, je rencontre des gens qui sont dans l'éducation nationale, qui sont dans, on va dire, l'illégalité la plus totale. Et je crois qu'en fait, bon, l'idéal, ce serait de faire comprendre aux parents que le bébé, le mineur, le jeune, le majeur, le jeune mineur, tout ça, c'est le même enfant, et puis que c'est juste un adulte en devenir, bien sûr. Après, bon, quand on trouve quand il y a des cas où les parents, les cas des jeunes qui sont suivis par la PJJ, il y a quand même une absence au niveau parental. Et sinon, je pense que le constat qu'on peut faire, c'est simplement celui-là, quoi. C'est dire, on ne savait pas qu'il était mineur, mais on ne savait pas. Et en fait, c'est une hypocrisie totale, et à tous les niveaux. Et tout le monde est assis là-dessus, et tout le monde travaille avec ça. Je pense. De toute façon, beaucoup de choses qu'on fait au CARUD, beaucoup de choses qu'on fait sur un CARUD, ou en tous les cas en RDR, c'est du côté de l'hypocrisie. Je veux dire, les injections au CARUD, on sait que ça existe, on sait qu'il y en a, on sait qu'il y en a qui sont suivis, et personne ne le dit. Hein, parce que si on le dit, on va faire fermer le CARUD. Voilà, on est tous dans des hypocrisies. C'est-à-dire, dans un CARUD, si on a la chance d'avoir, j'allais dire, un conseil d'administration, une direction qui vous suit dans toute cette ouverture, dans cette hypocrisie, ça va. Mais imaginez les CARUD où on ne vous suit même pas dans cette hypocrisie. Ça veut dire que vous êtes... Toutes les administrations disent qu'elles suivent, mais si effectivement il y a une attaque de la part des parents, une attaque de la part des parents, je ne sais même pas si tout le monde dira, on vous a suivi. Même, je prenais l'exemple tout à l'heure, juste avant l'atelier qu'il y avait avant, on parlait nous d'injections dans les CARUD. Et on disait que chez nous, on l'avait nous dit à l'ARS qu'il y avait des suivis d'injection dans notre CARUD. Ils sont très contents, hein, parce que ça se passe bien. Mais si ça se passe mal, ils vont nous dire, oui, mais c'est pas la loi, quoi. On le sait bien. On le sait bien. Mais c'est toute l'ambiguïté de la réduction des risques, de toute façon, parce qu'on travaille sur un truc qui nous arrange aussi. Hein. On travaille sur un truc, comme tu disais, on est un peu funambule. C'est ce qui nous permet d'expérimenter beaucoup de choses, mais qui nous met aussi dans beaucoup de difficultés. Parce que ça nous a permis d'expérimenter pas mal de choses quand même, la RDR. Je veux dire, de pouvoir aller en festif, de pouvoir recevoir les gens, de pouvoir faire, si on prend Orly par exemple, c'est plein de choses qu'on a pu expérimenter. Mais voilà, je trouve que l'image des funambules est vachement intéressante pour ça, parce que... C'est pas de moi, c'est un truc qui a été théorisé, c'est un truc qui date de 20 ans, quoi. Ouais. Oui, mais de toute façon, il a fallu, dès l'origine, aller sur des terrains où on fait des incartades enfin, en tout cas, on fait des grosses anicroches au dogme de la prohibition, à commencer par la prescription de stupéfiants, quoi. Déjà dans les années. Mais moi, je voulais aussi revenir sur le fait que ce qui ressort du débat, là, c'est qu'il y a beaucoup d'éducation à faire envers les éducateurs. En fait, c'est ça l'idée, quoi. C'est qu'il y a un défaut d'éducation. Je sais pas s'il y avait qu'envers les éducateurs. Dirigé, non, mais particulièrement vers les éducateurs sur la question des mineurs. Sur la question des mineurs, mais aussi comme tous les publics qui les accompagnent, que ce soit en CHRS, dans le médico-social, enfin partout en fait, il n'y a pas en formation d'éducateur, il n'y a pas une journée sur la RDR, on leur explique pas ce que c'est. Et après, quand techniquement, là, dans une école d'éduc à Nantes, et leur explique ce que c'est, on vient de dire qu'on fait de l'incitation. Ouais, c'est ça. Et c'est choquant pour nous. Quoi. Ouais. Enfin, c'est vrai que oui, c'est-à-dire que la majorité des réactions, elles sont comparables à celles de la population générale, quoi. Qui effectivement ne sait pas ce que c'est que la réduction des risques et souvent, si on leur explique le truc brutalement, on réagit comme ça, quoi. C'est vrai qu'on a eu une stagiaire infirmière, là, il y a 5 semaines, elle est arrivée. Elle nous a commencé à nous dire, elle, ce qu'elle avait appris à l'école, mais sérieusement, hein, à l'école, sur la toxicomanie, puisqu'ils l'appellent comme ça. Ah là, on a été assis. Parce que ça, c'est un discours, j'allais dire que j'entendais, mais il y a 25 ans. Et encore de la part de certains qui ne voulaient pas qu'on bouge comment ça s'appelle, leur truc, parce que ça les arrangeait bien dans les postes cures de travailler comme ça. Et c'est un discours comme ça.
vous dites, mais on est en 2014, et ce discours, alors que la réduction des risques a 10 ans, je veux dire, si on prend que la réduction des risques, légalement, elle a 10 ans. Si on la prend sur ce qui s'est passé, c'est les années 80, fin 80, début 90, parce qu'il y avait le sida, mais... Et vous avez encore des discours du style, alors je ne sais pas, vous m'aider hein, si je me lourde, mais du style, il y a des drogues in et des drogues out. Boire de l'alcool, c'est in. Pourquoi? Parce que c'est légal. Prendre un rail de coke, c'est out. Parce que on va être accroché. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'école qui t'apprend ça. Vous voyez, on est aussi dans des trucs... on est une école d'éduc. Ils envoient des gens chez nous parce que... il y a beaucoup de gens qui veulent venir chez nous, on va dire plutôt ça comme ça. C'est pas eux qui nous les envoient, c'est eux qui veulent venir. À chaque fois qu'on présente, soit les élèves qui sont chez nous présentent à leur prof référent, je sais pas comment ça s'appelle, le référent de stage. Les mecs, ils descendent de 3 étages. Ah bon, vous donnez du matériel? Ils sont dans une école d'éduc. Et quand on leur demande qui c'est qui vient faire des présentations autour des consommations de produits, vous entendez un nom que vous avez entendu il y a 25 ans, que vous n'avez jamais vu sur le terrain depuis. Vous dites, putain. Et c'est vrai que, voilà, le problème, c'est que la formation, elle n'est pas là. Et puis, ils sont allés plus loin. Hein. On a des collègues qui travaillent... Alors là, c'est pas bien ce que je veux dire, mais on a des collègues qui travaillent à côté de nous, dans un XAPA, qui nous lancent encore la pierre. Hein, quand on leur dit en festif, et ben voilà, en festif, dans le camion, il y a des injections dans le camion, parce qu'un mec qui fait une injection sous la pluie, c'est pas terrible. Hein. Et ben, les collègues de XAPA, ils vous lancent encore la pierre. C'est quand même dommage, au bout de 10 ans de réduction des risques légaux, on va dire, on en soit encore là. Je m'excuse de m'être emballé, là. Vas-y. Je peux réagir, pardon. Alors, ça se passe pas partout comme ça. Non, je sais bien que ça se passe pas partout pareil. Nous, on a la chance dans l'école d'études, un mec qui est formateur, qui a été en SAPA, chez le service, qui a fait ça de vrai. Tout un programme. C'est pour ça que j'ai faim. Ça dépend des écoles aussi, non, mais c'est vrai que je te dis ça, et à côté de ça, on a eu des gens qui naissent de Buc. Et que. Aussi, acteurs de réduction des risques, on a à aller dans les écoles, à proposer des journées, je pense que c'est important. On a énormément de stagiaires qui viennent, pharmacie, infirmiers, etc. dans les carreaux, ça c'est vachement riche, parce que c'est une ouverture. Nous on est arrivé aussi sur les préparateurs en pharmacie. Ça c'est bien ça. Parce qu'ils sont jeunes et ils vont aller dans les pharmacies, et si tu bosses après les pharmacies à réduction des risques, ça va être super parce qu'ils vont un peu mettre à bas les représentations des pharmaciens. Non mais... La PJJ, les clubs de prêt, tout ça, c'est... Il faut y aller, c'est compliqué aussi. Puis il ne faut pas arrêter, quoi. Il faut avoir le temps, il faut avoir l'énergie, c'est super compliqué, il y a des trucs à faire, vraiment. Non mais je suis d'accord qu'il y a une grosse évolution. Je me souviens qu'il y a 10 ans, on avait fait un rapide sondage justement dans les accueils jeunes consommateurs qui commençaient. Et à l'époque, systématiquement, le discours de prévention sur le cannabis, parce que jeunes consommateurs c'était cannabis, enfin c'est toujours d'ailleurs cannabis dans les faits, la réduction des risques n'était pas concevable. C'est-à-dire que dans tous les cas, il commençait par le non à la drogue. Et ça, je pense que ça a changé. Je pense vraiment que ça a changé. Maintenant, comme tout à l'heure on disait, c'est difficile de savoir combien il y a d'affaires judiciaires qui ont mis en cause des professionnels à la suite d'accidents. À l'inverse, on ne peut pas savoir combien il y a de signalements qui sont faits, par exemple, sur des mineurs qui se présentent dans des cas rudes. Parce que en fait, voilà, ce type d'indicateur-là, ce type d'évaluation ne sera jamais faite. Or, ce serait assez intéressant, parce que là, on est en train de parler de questions d'éthique, etc. On ne parle pas du tout du fait que, peut-être que dans une majorité de cas, les gens ne se posent même pas la question, ou s'ils se la posent, en tout cas, ils répondent par les textes, à savoir, je me couvre en signalant qu'il y a un mineur. Bon, je pense que bon, de toute façon, je pense qu'il va falloir clôturer, c'est pour ça que je parle un petit peu. Je vois tout le monde qui s'en va, là, qui a faim. Ça illustre effectivement de manière cristalline la contradiction initiale de la réduction des risques et de la guerre à la drogue, cette histoire. Et je pense que de plus en plus, c'est pour ça que je suis content que la FR ait choisi ce thème, il faut séparer les deux choses.
comprendre que la dictologie, c'est bien parce que ça permet de mettre de la science là où on en avait besoin, donc de soigner des questions qui sont de l'ordre de la dépendance, mais que tout ça, c'est tellement imbriqué avec une opération politique, répressive, sociale, qui s'appelle la guerre à la drogue, que ça rend les choses impossibles à démêler. Donc, de plus en plus, et c'est à nous de le démêler. Effectivement, ça se fait de manière individuelle, au cas par cas, en disant, ben voilà, là, en l'occurrence, l'éthique peut jouer comme une revendication citoyenne de dire non dans un certain nombre de cas, parce qu'on le fait avec sa conscience. Et dans un certain nombre d'autres cas, on applique une doctrine addicto qui est assez simple. Par rapport à ce que tu disais sur le décret de 2004, donc la loi, elle a 10 ans, elle parle de risque infectieux. Oui. C'est uniquement là-dessus qu'est basée la loi de 2004. Donc en l'occurrence, il s'agit de lutter contre des risques infectieux, donc de donner des seringues. Et on n'est que là-dessus, sur les fondements théoriques de la réduction des risques. Une dernière intervention. Et que la majeure partie des jeunes consommateurs ne pensent même pas un jour à se présenter en carouse ou en sapin. Il y a beaucoup d'adolescents aussi qui ont besoin de discrétion parce que souvent parler c'est avouer et qui s'identifient à leur père. Et là-dessus, Internet, je pense à Psychoactive, Psychonaute, Lucid State, sont vraiment des supports de réduction des risques pour cette population. Tout à fait. Quitte à s'en servir nous-mêmes pour intervenir. Tout à fait. C'est pire que ça. Je pense qu'il y a pour plein d'ados, c'est même absolument pas possible de concevoir, de se présenter dans ce truc, parce qu'ils identifient ça à un truc de tox, et que finalement, ils se représentent même pas eux-mêmes comme ça. Par contre, les limites de cette affaire, c'est que justement, Internet, ça prospère dans des zones de non-droit, et donc on est dans le non-droit. Donc moi, je trouve que c'est terrible d'être obligé de se dire ça va être les seuls interlocuteurs, alors que justement, s'il y a un ado, il a besoin de quelque chose, c'est d'un contact humain, quoi. Et ça, le fait de les enfermer encore plus dans ce virtuel, qui est en plus un truc de cette génération, je trouve ça un peu catastrophique, mais bon, il faut continuer à évoluer. Oui, c'est vrai que si on prend une structure fixe de Carud, c'est pas là où on voit plus de jeunes. Hein. C'est plutôt c'est vrai que quand on va à l'extérieur, c'est sur l'extérieur qu'on les voit. Ils viennent aussi chez nous, mais c'est plus sur l'extérieur. Et une réponse qui irait dans le sens, ça serait la réponse communautaire. C'est d'ailleurs ce qu'on fait dans l'espace festif, mais je trouve qu'il faudrait aussi abolir cette affaire espace festif, espace urbain, parce que en plus ça maintient l'idée qu'il n'y aurait que les jeunes de culture techno. Et ça revient à ce que je disais hier sur les banlieues aussi un peu, quoi. À qui on devrait parler de réduction des risques, alors que l'approche communautaire, c'est-à-dire qu'il y ait des gens qui leur ressemblent, du même âge, qui puissent parler, il faut que ce soit aussi adapté à d'autres types de populations, et ça veut dire de l'outreach et des équipes qui ressemblent aux populations qui consomment, quoi.